Il faut surtout pas utiliser les prompts que tout le monde donne sur LinkedIn, etc., parce que le but, c'est d'avoir, en général, en utilisant l'IA, c'est d'avoir un avantage compétitif. C'est très basique, il y a aucun secret dans ChatGPT, c'est bidon en fait. Je trouve ça assez incroyable. Franchement, il faut reconnaître que GPT-4 a mis encore la barre au-dessus. Avec exactement le même prompt, on a de meilleurs résultats avec GPT-4. Là, actuellement, par exemple, avec ChatGPT 4, j'arrive à faire pour moins de 10 centimes des scripts qui me coûtent environ 2000 € à faire avec des développeurs offshore. Les limites, pour moi, elles sont claires, c'est que ça reste l'intelligence artificielle et qu'on ne peut pas aujourd'hui faire confiance à l'intelligence artificielle, sans relecture, sans assistance humaine en fait. Salut, c'est Romain Pirotte, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. J'ai réuni très récemment 14 experts, 14 intervenants pour parler SEO et intelligence artificielle. C'est très simple, chaque semaine, nous allons te proposer un sujet bien précis. Donc si tu apprécies cette seconde édition du SEO Talk, n'hésite pas tout simplement à liker, commenter, partager sur tes réseaux sociaux et également t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Sur ce, je te souhaite un excellent visionnage, à très vite, ciao. Épisode 2, Chat GPT. Chat GPT, quelle est ta meilleure méthode pour utiliser cet outil? C'est tout simplement de lui poser les questions auxquelles il faut répondre, faire du ping-pong avec et surtout pas hésiter à creuser avec lui et de lui parler comme un gamin, quoi. Faut exactement lui demander ce qu'on veut. Fais-moi ça, comme ci, comme ça, avec tel et tel paramètre. Si ça fonctionne pas, on modifie, mais je veux dire, si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de faire vos prompts, vous méritez pas d'utiliser OpenAI, quoi. ChatGPT, son grand avantage, c'est le suivi de contexte avec sa mémoire d'un prompt sur l'autre. Et donc, quand on l'utilise en mode interactif, donc dans l'interface web, vraiment la meilleure méthode, c'est de très très bien découper son prompt et d'avoir une approche extrêmement didactique. Pour moi, ChatGPT, je lui parle comme si c'était un adolescent, quelqu'un qui a 13-14 ans, qui est doué à l'école, mais qui n'a pas beaucoup de connaissances en fait. Et donc, je lui dis, voilà, imagine que tu es aujourd'hui un spécialiste du foot, tu vas écrire dans un magazine web, ta cible, ce sera des jeunes adultes qui vont au stade tous les dimanches, etc., etc. Donc, je vais lui décrire absolument tout. Après, je vais lui dire, aujourd'hui, tu vas parler de tel match, et je vais lui dire ce dont il va me parler. Je lui dis, et maintenant, tu as le droit de m'en parler, tu as le droit à 500 mots pour me dire ce que tu en penses. Et il me faut 3 blocs comme ça, en disant les mots tac, tac, tac. Et vraiment, je vais le guider, donc je vais faire des prompts qui sont toujours très longs, et je vais m'assurer en mode interactif qu'il comprend bien chaque prompt en lui posant des petites questions pour m'assurer qu'il a bien compris qui il était. Et c'est assez amusant parce que moi j'ai fait plein d'essais, par exemple, quand sur certaines communautés, moi j'ai essayé de faire des trucs pour faire du Twitter, par exemple, avec des communautés qui regardent certaines émissions françaises bien connues du soir, celle de Cyril Hanouna, etc., donc pour avoir un vocabulaire qui est différent. Et c'est intéressant parce on fait un prompt intermédiaire, on dit, parle-moi de ça avec le bon ton. Là, on s'assure qu'il est capable de parler comme il faut. Et après, on lui pose les questions qu'on veut vraiment lui poser pour générer des très bons textes. Et donc, il faut vraiment beaucoup découper les choses. Quand on est en API avec ChatGPT, il faut faire pareil. Et donc, il ne faut pas hésiter à avoir des prompts extrêmement longs. C'est un peu plus coûteux, en fait. Mais un bon prompt, objectivement, pour moi, c'est une séquence de prompts qui vont faire... je vais faire, en fait, au final, je vais envoyer 400-500 mots de prompts, généralement, facilement. Et donc, j'utilise rarement ChatGPT pour faire un seul texte sur un sujet. Quand je m'en sers, moi, c'est pour faire beaucoup, beaucoup de textes. Et en fait, c'est pareil avec tous les outils, nos propres outils dans Your Text Guru, c'est pareil, il ne faut pas hésiter à avoir beaucoup d'interactions, beaucoup d'allers-retours en fait pour que ça marche bien. Alors moi, je fais plein de trucs avec ChatGPT, mais je vais parler de 2 choses. Déjà, aujourd'hui, je fais beaucoup mon maillage interne, même après coup. Je suis un peu un gros flemmard et le maillage interne, c'est généralement le genre de truc... c'est un peu chiant à faire, surtout si on le fait après coup et qu'au justement on a été flemmard trop longtemps. Et aujourd'hui, vous pouvez assez facilement, par exemple, donner à GPT-4 donc via ChatGPT votre sitemap et lui dire de faire des connexions. Donc il y a des prompts, mais en réalité, juste en y réfléchissant quelques instants, je pense que chacun pourra
trouver le moyen de faire ces connexions-là et après transformer tout ça dans un tableau. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai un espèce de truc où dès que je me dis, allez, je vais faire du maillage interne parce que c'est méga important et que j'ai trop eu la flemme de le faire correctement avant, je vais prendre l'entièreté de mon sitemap et je vais lui dire, pour chaque page, tu me fais 5 liens, par exemple, en fonction du nombre de mots qu'a la page, etc. Puis après, j'adapte. Et en fait, GPT-4 va aller me chercher des idées, puis il peut même vous donner les encres potentielles. Enfin, il peut aller assez loin dans le truc. Alors, il ne le fait pas automatiquement, encore une fois, mais c'est une sacrée accélération puisque ça me permet de gagner beaucoup de temps et puis d'arriver sur mon article et de rajouter mes liens au cas par cas en fonction de ce qu'il m'a suggéré. Et généralement, quand il y a vraiment un article connexe qui a du sens à mailler, il le détecte et c'est le premier à nous le conseiller. Donc, c'est vraiment top. Et le deuxième truc que j'utilise beaucoup, c'est de tout ce qui est synthèse. Donc là, aujourd'hui, par exemple, quand vous travaillez sur un site d'affiliation, un comparateur ou quoi, ce qui est extrêmement puissant, c'est de prendre, vous allez chercher les avis pour un produit X, vous prenez l'entièreté des avis, mais vous pouvez vraiment en prendre un paquet, peu importe la langue, ça peut être en japonais, ça peut être en français, ça peut être en italien, en arabe, peu importe. Et vous allez tout simplement, pareil, demander à ChatGPT, par exemple, vous lui donnez tous les avis et vous lui dites, à partir de ces avis clients, donne-moi les avantages du produit, les inconvénients et les points améliorés. Et en fait, à partir de ça, ça peut servir au rédacteur potentiel qui, même s'il va servir de l'intelligence artificielle, va pouvoir s'appuyer sur quelque chose de concret qui a vraiment, enfin, que c'est une réalité, quoi. C'est des choses qui ont vraiment été données par des clients qui ont essayé le produit. Et aujourd'hui, on le voit avec toute l'évolution des SERP et les choses sont beaucoup plus dirigées vers ce qu'on appelle les EAT, donc la qualité du contenu et la pertinence de ce que vous allez donner et essayer de prouver au maximum que les tests ont vraiment été réalisés et que vous n'êtes pas un énième site d'affiliation qui sort de nulle part et qui devient expert de lave-vaisselle du jour au lendemain. Là, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir d'aller chercher cette espèce d'expertise sans pour autant avoir testé soi-même le produit, mais d'avoir un vrai retour concret sur ce que donne le produit, quoi. Je pense que plus on lui donne du contexte, des directives, du contexte et en étant imaginatif et créatif, c'est le meilleur moyen d'utiliser ChatGPT. En fait, je vais me répéter, hein, mais lui poser une question simple, vous aurez une réponse basique et ça se verra que c'est de l'IA forcément. Par contre, moi, quand je lui pose une question, je rédige carrément un paragraphe et j'ai des réponses précises. Alors moi, j'utilise ChatGPT au quotidien pour tous mes business. Tous mes business maintenant sont intégralement basés sur ChatGPT. Tout simplement parce que ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je travaille mon prompt, j'itère énormément, je travaille mon prompt et je demande à ChatGPT en GPT-4 de m'aider à itérer mon prompt jusqu'à ce que j'ai quelque chose de qualité. Ensuite, une fois que j'ai les bons prompts, je fais des automas, donc des scripts d'automatisation sur ChatGPT pour envoyer des questions et récupérer des réponses. Puis ensuite, j'utilise ChatGPT avec GPT-4 comme un chef de projet SEO, c'est-à-dire que c'est lui qui va me trouver des mots-clés directement. Je vais lui demander, je vais lui proposer toute une liste de niches et je vais lui dire, voilà, j'ai tel ou tel objectif, que ce soit en affiliation, en dropshipping, etc. Et il va faire le choix des mots-clés dans un premier temps, donc des gros mots-clés, des niches. Et à partir de là, il va me sortir tous les mots-clés relatifs, 200, 300, 500 mots-clés. Donc à chaque fois, ça bloque à un moment, je dis continue, et on fait tout ça avec Automa pour lui dire de continuer. On récupère le tout et ensuite on demande à ChatGPT via ChatGPT 4 d'être le chef de projet SEO et de gérer ChatGPT en GPT-3 qui est beaucoup plus rapide et qui est illimité en tant que rédacteur. Donc on a un chef de projet SEO qui est ChatGPT avec GPT-4, 100% automatisé, qui lui gère les prompts avec ChatGPT et GPT-3 pour faire la rédaction. Donc, ChatGPT 3 est devenu le rédacteur offshore de ChatGPT 4. Mais il faut se rendre compte de ce que c'est la qualité de ChatGPT 4 actuellement et l'intelligence folle que ça peut avoir et surtout les compétences en tant que SEO
pur SEO, qui sont aussi dingues. Il suffit de l'alimenter, de lui montrer des sites qui ont été générés par des SEO, de lui expliquer les logiques derrière, donc lui donner des cas d'études, et à partir de là, il comprend vraiment toutes les logiques, et il est à même de générer les structures de site, les cocons, etc., le maillage interne, les backlinks. Il peut absolument tout gérer, et en plus, il gère le rédacteur, qui est ChatGPT 3. Donc, l'urgence, c'est de comprendre comment faire des prompts, et la seconde, c'est de maîtriser Automa, voilà, ou Zenoposter, peu importe, mais maîtriser un outil d'automatisation pour en fait avoir une équipe dédiée, mais d'IA vers l'IA. C'est de découper mes demandes en chat GPT. J'aime bien découper les choses, lui expliquer ce que je veux à chaque point, en fait, et je trouve qu'il répond bien mieux comme ça que lui donner d'un bloc tout ce qu'on veut, en fait. Voilà. La meilleure méthode pour utiliser ChatGPT, moi, c'est ma méthode, en tout cas, c'est ma manière de l'utiliser au quotidien, c'est comme assistant. Assistant, c'est-à-dire que je l'utiliserai pas pour créer un business complet. Par contre, pour m'assister, c'est-à-dire dès que j'ai une question, dès que j'ai un blocage, je pose des questions à l'IA. Si j'ai un petit texte à traduire, si j'ai un petit texte à lire, je demande à l'IA et à l'IA GPT. Et pour l'instant, c'est ce qu'on peut en faire. C'est vraiment un métier d'assistant. En fait, moi, j'utilise ChatGPT via l'API d'OpenAI. Donc, pour moi, je vais te dire que c'est la meilleure façon de manipuler les échanges parce que c'est, en fait, tu vas créer ton propre chat et tes propres échanges. Donc, voilà, je vais répondre, utiliser l'API plutôt que ChatGPT direct. Alors, cet outil, c'est vrai que je l'utilise plutôt en mode debug. C'est-à-dire que quand on veut créer des prompts ou qu'on veut obtenir des structures de texte, ChatGPT aujourd'hui, finalement, j'en ai très peu d'utilité. C'est surtout pour voir les premiers résultats. Et une fois que j'ai trouvé les différents plans, les différents prompts, tout ce que je veux, après, on utilise directement l'API pour l'industrialiser et faire ce qu'on a testé sur ChatGPT à grande échelle. Mais après, c'est vrai que moi, je suis un petit peu un bricoleur. J'en ai peut-être pas le besoin que peuvent avoir, par exemple, les développeurs. Voilà, c'est vraiment très occasionnel, éventuellement pour trouver une regex, pour avoir des infos basiques. Mais c'est un outil finalement que j'utilise très peu, surtout en mode debug pour avoir les premiers résultats avant de le passer en mode API, en mode développement pour faire du volume. En fait, le gros du succès, c'est de savoir exactement ce que tu veux et donc savoir le décrire et l'exprimer parfaitement pour exprimer vraiment parfaitement ton besoin. Il faut pas hésiter à mettre ChatGPT en situation et lui donner un contexte. C'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats pour moi. Alors, il faut contextualiser. Il faut lui donner un maximum d'exemples en entrée de ce qu'on attend en sortie. Il faut surtout pas utiliser les prompts que tout le monde donne sur LinkedIn, etc., parce que le but, c'est d'avoir, en général, en utilisant l'IA, c'est d'avoir un avantage compétitif par rapport à d'autres personnes qui travailleraient dans le secteur. Donc, utiliser les mêmes prompts, ça va donner grosso modo les mêmes résultats. Donc, il faut travailler ces prompts soi-même, il faut les contextualiser un maximum, il faut donner à ChatGPT toute la ressource pour qu'il comprenne ce qu'on attend de lui en sortie. Moi, je l'utilise personnellement en tant que stagiaire. C'est mon stagiaire, mon assistant. J'utilise pas pour pouvoir produire des contenus. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est pas, il n'est pas fait pour produire du contenu. Mais par contre, c'est un formidable outil pour t'assister au quotidien. Alors moi, c'est plutôt des utilisations, soit en termes de développement. Il va te répondre à une question précise au niveau programming, il va t'apporter une réponse là-dessus. J'utilise aussi un peu plus de façon un peu plus macro sur la partie aussi stratégie. Ça permet aussi de voir finalement des choses que tu n'aurais pas forcément vues toi en tant que humain, parce que lui, il a peut-être une connaissance, je m'y connaissance, je mets entre guillemets, mais il a une vision un peu plus 360 et il y a peut-être des zones d'ombre que tu n'aurais pas vues et donc ok, j'ai oublié de mettre ça dans ma strat, je vais pouvoir l'ajouter. Je l'utilise également aussi, qu'est-ce qu'on a sur les réseaux de sites, par exemple, tu as 1000 pages, et il faut les mailler ensemble. ChatGPT le fait très bien.
Donc là, en fait, via des outils, on va pouvoir ensuite ouvrir chacune des pages, faire le maillage interne et enregistrer sur ton WordPress ou sur ton CMS. Et ça, ChatGPT a très peu de valeur ajoutée ici. Il peut pas réellement se tromper. Il n'y a pas de footprint parce que le contenu a déjà été créé. Donc en fait, là-dessus, ChatGPT, voilà, tout ce qui est tâches, micro-tâches, tâches avec peu de valeur ajoutée ou recherche, on va dire, documentaire, ChatGPT est ton meilleur ami. La meilleure méthode, c'est de se lever le matin, de se mettre devant ChatGPT et de le tester from scratch. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller lire de la littérature à droite à gauche, ça sert à rien d'aller essayer de pomper des prompts à droite et à gauche. Comprends-toi comment ça marche. C'est très basique. Il y a aucun secret dans ChatGPT. C'est bidon, en fait. Et c'est encore plus bidon qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, tu avais DaVinci, il fallait faire des trucs, découper tes prompts parce que tu pouvais pas y envoyer tout d'un coup parce que tu avais des limites de tokens, ce qu'on appelle de tokens, donc de nombre de mots finalement. Tu avais des limites aussi de compréhension d'instructions successives. C'est-à-dire que tu vois, on voit des prompts aujourd'hui qui sont longs comme le bras, quoi. Les mecs, ils sont contents de leur prompt. Et ils te vendent ça, waouh, j'ai fait un prompt de ouf. Et tu as tous les connards, tous les gens qui se laissent porter par la première chose qu'on leur dit, qui vont suivre ça et qui vont dire, ah, putain, le prompt, il est magnifique, il est super. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que la plupart de ces prompts-là, qui sont longs comme le bras, la moitié des instructions, elle est même pas exécutée par l'IA. Enfin, elle arrive même plus à exécuter tout, tu vois. Donc déjà, toi, mets-toi devant la machine, regarde ce que ça te renvoie. Regarde que quand tu rajoutes, tu vas lui dire écris-moi un article nanana d'au moins machin sur tel sujet nanana, et derrière tu vas lui dire ajoute-moi du gras, fais-moi un titre putaclic machin, et tu vas voir que le gras va jamais te le mettre, ou complètement aléatoirement et pas à chaque fois. Et pose-toi la bonne question, pourquoi, et essaie de trouver, d'organiser le truc, des instructions dans quelle heure tu lui donnes, le volume d'instructions que tu lui donnes, teste. En fait, pour moi le meilleur conseil c'est mets-toi devant l'outil et plonge-toi dans l'outil, perds du temps. Donc, perdre du temps, fais ce qu'on appelle de la R&D, ce que moi j'appelle de la perte de temps, mais en fait, c'est de la passion. Et après, tu auras tes prompts sur mesure qui déchirent. Aujourd'hui, je te montre un texte qu'on gère avec de l'IA, mais t'es là, mais c'est une tuerie. Je te jure. Enfin, même moi, je suis surpris, c'est-à-dire de ce qu'on produit aujourd'hui avec l'IA, mais c'est mortel, quoi. Quand tu sors un prompt de ouf, c'est mortel ce qu'il te produit. Et par contre, c'est pas un seul prompt, c'est un prompt par rapport à la typologie d'article que tu vas écrire. Si tu veux une recette, tu vois, au bout d'un moment, je cherchais le Graal. Le Graal, c'est-à-dire avec un seul prompt, de pouvoir tout faire. Que ce soit une recette, que ce soit un horoscope, que ce soit un menu, que ce soit l'article de base de blog, tu vois, toute typologie d'article, je voulais faire avec un seul prompt. Ça n'existe pas, en fait. Il faut plusieurs prompts, un pour ça, un pour ça, un pour ça. Voilà, c'est tout. À partir d'une fois que tu as compris ça, tu peux faire des choses très belles. Voilà. ChatGPT et GPT-4, tu en penses quoi? Pour l'instant, GPT-4 reste un petit peu confidentiel parce que tout le monde n'y a pas accès. Soit il faut utiliser ChatGPT+, ou avoir un accès à l'API, donc ça reste encore assez restreint. Mais clairement, GPT-4 rajoute une grosse qualité par rapport à ce que l'on avait avant. Donc il y a moyen que ça évolue encore beaucoup, mais en tout cas, c'est déjà un gros gap qui est passé là. Non, c'est sûr que la qualité, elle est augmentée. Je crois que c'est au niveau de la puissance, c'est 8 fois plus puissant. Au niveau des textes, quand tu lui posais des questions, je crois qu'il y a eu des analyses qui ont été faites où 16%, il arrivait à comprendre à peu près 16% de plus en compréhension. Les datasets sont beaucoup plus impressionnants. Pour faire une différence sur TextBulker, quand on utilisait GPT-3 avec les optimisations plus la suppression des textes qui ne voulaient rien dire, à rallonge, etc., on était à peu près sur 650 mots, 700 mots. Avec GPT-4, avec des plans, avec beaucoup plus de H1, avec quelque chose de beaucoup plus structuré, on arrive à quelque chose de plus qualitatif et on tourne déjà à plus de 800, 900 mots. Voilà. Donc, à la fois dans la compréhension, à la fois dans la qualité des textes, à la fois dans les données, et à la fois dans la quantité de résultats qui peut sortir d'une seule traite, c'est supérieur. Voilà. Après, j'ai pas les chiffres exacts. Ça, après, il faut regarder sur les chiffres techniques au niveau dataset et data, les pourcentages. Mais au niveau ressenti, en tout cas utilisateur sur les textes, c'est ce que je ressens. Voilà. Okay. Je vais te répondre que pour moi, c'est la règle de 3.
Donc, pour moi, GPT-4, il est 3 fois meilleur en rendu que ChatGPT. Par contre, il est 3 fois plus long et il est 30 fois plus cher. Voilà. Donc, à partir de ça, chacun en tire ses conclusions. Pour moi, de toute façon, ça va être, à l'heure d'aujourd'hui, un mix. C'est-à-dire que je ne dis pas aller sur ChatGPT 4, sur ChatGPT 3.5 ou GPT-4, mais mixer les deux en fonction de vos objectifs aussi bien de retour sur investissement ou de qualité. Alors, GPT-4, oui, il a plein de fonctions. Alors, pour le contenu purement SEO, j'ai pas trop vu de différence, en fait, à part peut-être une rapidité de traitement. Alors, moi, j'utilise peu GPT puisqu'on a tout intégré en API sur ContentRank. Donc, je manage en auto, en fait, avec mes outils. Mais voilà, effectivement, il peut aller plus vite. Niveau qualité de contenu, j'ai pas vu. Par contre, il a plein de choses en plus où il peut exécuter des scripts. Il peut manipuler de la vidéo. Il va bientôt pouvoir intégrer de l'image. Donc, il est de plus en plus puissant, en fait, et à un moment donné, il va intégrer tout ce qu'on peut faire, quoi. J'ai pas testé la partie code. Peut-être que GPT-4 est plus pertinent en termes de développement et de ligne de code que GPT-3, mais sur la partie contenu SEO pur, j'ai pas vu forcément d'une meilleure qualité, quoi. ChatGPT, je pense que ça a révolutionné non seulement le SEO et la rédaction, mais surtout tout ce qui est à côté. Je sais qu'on parle beaucoup de SEO, qu'on est focalisé sur le SEO, mais le SEO, il y a quand même beaucoup de barrières sur le contenu. C'est-à-dire qu'on va publier sur Google, on va avoir des mises à jour de Google qui va essayer de tuer le contenu IA. Je pense qu'il y a énormément d'autres métiers où ChatGPT peut être très, très utile, mais on a des œillères parce qu'on fait du SEO. Je pense notamment aux réseaux sociaux pour créer des scripts pour des vidéos TikTok, créer des vidéos réelles. Je parle pour créer des threads, par exemple, sur Twitter. En tout cas, s'aider à créer des threads. Pour le coup, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'y a pas des robots qui vont essayer de nous bloquer. Donc, ChatGPT, je pense que ça a été une énorme révolution. Et ça va continuer à l'être, notamment avec les plugins qui viennent d'arriver. J'ai vu qu'ils ont fait des partenariats, notamment avec Expedia, pour créer des itinéraires de voyage, etc. Je pense que ça va être énorme. On n'en est qu'au début. Il y a beaucoup de personnes qui comparent ChatGPT au chatbot à l'époque, qui a le même engouement, mais je pense qu'on est dans une autre dimension. Et ChatGPT, ça va être une révolution considérable dans tous les business en ligne et notamment les métiers sur lesquels on s'attendait le moins. Donc, on a toujours pensé en fait que les petits métiers allaient être écartés ou allaient être écrasés par l'IA en premier. Et on se rend compte aujourd'hui qu'au contraire, c'est les gros métiers qui se font écraser. Donc, typiquement, le métier de comptable, le métier d'avocat a été vite remplacé, entre guillemets, par ChatGPT, même si on a toujours besoin d'un avocat. On a vu que ChatGPT a passé le barreau aux États-Unis. Donc, voilà, si l'IA est capable de faire ça, je pense qu'il y a un impact immense sur beaucoup de métiers et, comme je disais, sur des métiers sur lesquels on s'attendait le moins. C'est impressionnant. Moi, je suis impressionné des avancées que ça fait, que ce soit GPT-3 à GPT-3.5 utilisé dans ChatGPT à GPT-4 qui est assez mortel. C'est pour moi une petite révolution dans le monde de l'IA et de la génération de textes ou d'autres médias. Donc voilà, je suis très impressionné. Alors, ChatGPT et GPT-4, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, GPT-4, c'est trop lent aujourd'hui. Moi, je trouve vraiment que là, il y a c'est un peu gênant, quoi, quand on utilise beaucoup ChatGPT. On perd vraiment du temps comparé à GPT 3.5, qui est la version juste avant. Par contre, parallèlement, j'imagine que, parce que je ne l'utilise pas encore côté API, mais j'imagine que quand on est en API, justement, pour tout ce qui est prompt, etc., et c'est même pas j'imagine, parce que c'est quelque chose que j'ai pu rien que expérimenter moi-même sur ChatGPT, il y a moyen de contextualiser beaucoup plus, de lui donner pas mal d'exemples aussi, et c'est vraiment super puissant. Et il y a vraiment, en effet, une très grosse différence. Pas forcément sur le contenu, mais j'imagine qu'on aura l'occasion de revenir plus tard là-dessus, mais sur la qualité de ce qu'il va pouvoir ressortir, peu importe ce qu'on lui demande à ChatGPT,
en lui faisant comprendre des informations, en lui donnant du contexte et tout, c'est très puissant. Donc, je pense que l'évolution est vraiment visible et très impressionnante. Alors pour l'instant, pas grand-chose parce que GPT-4 est mieux. Les résultats sont pour l'instant quand même vraiment moi je le trouve qualitativement meilleur. Il y a une plus grande finesse de compréhension des prompts. Les résultats sont d'ailleurs substantiellement différents par rapport aux prompts qu'on avait fait pour la version précédente par rapport à maintenant. Donc il faut pas mal les revoir. Il comprend mieux certains raisonnements humains liés à l'humour, etc. Donc il y a vraiment une plus grande finesse de compréhension. Par contre, aujourd'hui, à la fois ça coûte plus cher et les délais de réponse sont tels que pour industrialiser, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut attendre plusieurs minutes pour avoir un texte qui est vraiment bien gaulé, et ça, c'est quand même très compliqué. Alors ça va quand on fait 10, 20, 30 textes, mais si on veut faire des milliers de textes, en fait, c'est très compliqué. Et donc, on ne peut pas avoir une comparaison qui est vraiment équitable pour l'instant. Mais sur le papier, la qualité est vraiment meilleure. Et les petits tests montrent que la qualité est meilleure. Maintenant, on attend la capacité à l'industrialiser. Moi, je trouve ça assez incroyable. Franchement, il faut reconnaître que GPT-4 a mis encore la barre au-dessus avec des meilleures phrases, des meilleurs termes, bien meilleurs sur pas mal de choses. Il est plus long, par contre. Donc ça, c'est un autre souci. Il est un petit peu plus long. Mais il est meilleur. Donc du coup, qu'est-ce que ça va être GPT-5, quoi? C'est ça le truc. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'on attend. C'est GPT-5 et la robotique. Pour moi, tout va jouer aussi là. Je pense que l'assistant à la maison, c'est la révolution. Pour moi, elle est là, la révolution. L'IA a révolutionné chez moi la génération de contenu et plein d'autres choses, hein, et le code aussi. Mais alors, GPT-4, c'est à notre niveau. En fait, GPT-4, c'est vraiment le level, en tout cas, pour moi, hein, que ce soit au niveau du code, que ce soit au niveau du contenu, que ce soit au niveau de n'importe quelle typologie de requête, comment dire, de la compréhension d'énigmes ou de choses comme ça, d'équations mathématiques. C'est à un autre niveau. Même par rapport à GPT 3.5. C'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir. Par contre, truc bizarre, ce week-end, je fais un test. Tu sais, chez vous, c'est pareil, vous êtes full auto, vous essayez de tout automatiser. Enfin, c'est ça le Graal, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, nous, limite, ce qu'on veut, c'est même plus appuyer, en fait. Ce qu'on aimerait à la fin, c'est comme ça, prendre son truc et parler comme ça et dire, vas-y, fais ça, fais ça, fais ça. Voilà. C'est ça qu'on veut. Hein, à partir du téléphone, c'est gagner de l'argent avec juste en lui parlant. Voilà, ça, c'est notre Graal. Mais justement, GPT-4 est tellement supérieur même à GPT 3.5, sauf sur un truc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais, justement, pour publier en auto sur des blogs qui carrément, que les articles que je génère, ils me les mettent dans les bonnes catégories automatiquement. Tu vois, sans que j'ai moi à la main à sélectionner, qui trouve la meilleure catégorie. Comme je te dis, moi, j'aime bien les trucs assez précis, assez la perfection, en fait. La perfection et l'automatisation. Et donc, avec GPT-4, je n'arrivais pas à avoir des bons résultats. J'avais des meilleurs résultats pour la catégorisation avec GPT 3.5. Tu vois? Truc con, hein? Où tu dirais, GPT-4, il est largement supérieur pour tout le reste. Et pour la catégorisation, écoute, j'ai fait un prompt, mais pour la version 3.5. Ou limite pour DaVinci. Ça marcherait aussi bien. J'avais dit, parmi la liste des catégories ci-dessous, laquelle est la plus adaptée, ou je ne sais plus quoi, je ne me souviens plus de mon prompt exact, pour catégoriser cet article. Alors, je ne lui donne pas l'article, hein, je lui donne que le titre. Pour aller plus vite, pas besoin de dépenser des tokens là-dessus. Et si tu ne trouves pas, tu vois, c'est cette phrase qu'il faut rajouter, si tu ne trouves pas de catégorie qui match genre à 100%, alors mets-le dans la catégorie d'hiver, on va dire. Tu vois? Et là, ChatGPT 4, il continue à me dire, non, là, cet article, je vais te le mettre dans météo. Alors, j'ai pas de catégorie météo. Et alors, là où l'autre comprenait bien, tu vois, parce que mon titre, c'était météo des 3 prochains mois, je sais plus quoi. Enfin voilà, mais sinon, pour moi, ça n'a rien à voir. Le seul problème de GPT-4, c'est 1, la lenteur, et 2, quand même, des plantages quand tu es en mode API. Voilà, il y a encore des trucs où ça plante de temps en temps, quoi. Mais ça va s'améliorer, ça va être une. Pour moi, ça n'a plus rien à voir. On a passé encore un step. Pour moi, c'est une vraie. Alors, GPT-4 est très très lent. Ça, par contre, c'est assez problématique. Mais en termes de contenu, on a quand même beaucoup plus de profondeur. Les textes sont mieux rédigés, selon moi. J'ai fait le test avec exactement le même prompt. On a de meilleurs résultats avec GPT-4. Ça paraît beaucoup plus naturel et quelque part plus recherché. En code aussi, parce que j'utilise pas mal ChatGPT pour faire du code. Sur GPT-4, ça a vraiment changé la donne.
C'est-à-dire que il se trompe moins et il est capable de sortir un code complet en quelques heures, quoi. J'en pense tout simplement que l'IA, ça fait 30 ans qu'on en parle, je pense. En fait, là, c'est même pas un sujet pour moi de discussion, l'IA. C'est quelque chose que je comprends pas. J'étais très vite, ceux qui me suivent sur Twitter l'ont vu, à fond dans l'IA. Je gérais mes sites en IA, etc. Puisque moi, je joue aux échecs en loisir et ça fait depuis 96 ou 97, c'est-à-dire la naissance d'Internet, qu'il y avait déjà des IA qui battaient les plus grands maîtres de l'histoire des échecs. Donc à partir de là, c'était il y a quasiment 30 ans, on a eu toute l'évolution d'Internet et des super ingés qui ont créé Google, Facebook, etc. Évidemment que l'IA actuellement est folle. ChatGPT 4, quand on sait l'utiliser, c'est le meilleur développeur que je puisse savoir. Là, actuellement, par exemple, avec ChatGPT 4, j'arrivais à faire pour moins de 10 centimes des scripts qui me coûtent environ 2000 € à faire avec des développeurs offshore. Donc moi, maintenant, mes développeurs, c'est ChatGPT 4. J'utilise ChatGPT pour mon développement, mon SEO, enfin pour la rédaction, enfin pour absolument tout, pour le choix de mes niches, faut bien se rendre compte que ChatGPT 4 est déjà plus intelligent que nous en termes de juste de capacité intellectuelle. Donc à partir de là, je donne les clés à ChatGPT 4 sur l'intégralité de mon business, en l'orientant évidemment, puisque il n'a pas du contenu sur autant d'années que nous, il n'a pas forcément la compréhension précise de toutes les raisons pour lesquelles tel ou tel site a été créé, mais je l'alimente de sites, je l'alimente d'études de cas pour lui apprendre notre vision du SEO, par exemple, quand c'est du SEO, et à partir de là, il fait le taf bien mieux que n'importe qui. Attends, je te coupe 2 secondes. J'espère que tu apprécies cette vidéo jusqu'à présent. Si c'est le cas, pense à liker, commenter, t'abonner, partager. C'est très important pour un maximum de reach et pour être mis en avant dans l'algorithme YouTube. Tu sais très bien la musique. De plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description si tu souhaites faire partie des premiers et être notifié pour la sortie de chaque nouvelle vidéo du podcast. Tu recevras également les différentes ressources SEO Talk. Voilà. Sur ce, je te souhaite un excellent visionnage. Ciao. ChatGPT, le site CNET préfère utiliser l'IA et licencie 12 journalistes. Quel est ton avis sur l'IA qui vient remplacer l'humain ? Pour moi, ça vient pas forcément remplacer l'humain, ça vient augmenter la productivité d'autres personnes. C'est-à-dire que les personnes qui connaissent bien leur métier et qui savent gérer ChatGPT vont pouvoir produire beaucoup plus de contenu. Donc forcément, quand une personne produit plus de contenu au sein d'une rédaction, il n'y a plus autant besoin d'avoir autant de rédacteurs. Alors forcément, c'est pas bon signe pour beaucoup de métiers, mais en tout cas, ça me paraît logique et c'est l'évolution qui veut ça, quoi. Encore une fois, l'humain doit apporter une plus-value. Si c'est pour recopier les dépêches de l'AFP, ils doivent mourir, tout simplement. J'ai pas de pitié pour ce genre de choses. La mort est normale. On doit apporter de la plus-value dans nos recherches et dans nos articles, surtout pour des journalistes. Si c'est pour répéter la même chose que les autres, du balai, au revoir. Oui, alors moi je pense que c'est une bêtise, il est beaucoup trop tôt pour faire ça. Aujourd'hui, ils n'ont aucune garantie que les textes qu'ils sont en train de faire vont tenir dans le temps. Le processus de relecture est complexe et un relecteur, ça n'est pas un journaliste. Et donc, si le texte d'origine est un peu bancal, le relecteur ne pourra pas en faire un très beau texte. Après, le site CNET, c'est pas non plus un site qui a toujours des grands articles, hein, donc ça passe peut-être pour de la brève, etc. Mais moi, je pense que c'est pour l'instant plutôt une erreur. Est-ce que, par contre, l'IA viendra remplacer l'humain sur certaines tâches de rédaction totalement dans certaines rédactions dans 6 mois, 1 an? Moi, je le pense, hein. Mais je pense que pour l'instant, il est trop tôt pour le faire. Mais je pense que ça arrivera. Je l'ai d'ailleurs dit j'ai été interviewé chez Sciences et Vie, je l'ai dit déjà dans cet article. Donc, oui, non, je pense que ce sera remplacé. Mais pas tout de suite. Je comprends qu'ils licencient. Le problème, c'est peut-être qu'ils vont le regretter. Peut-être que déjà, ces 12 journalistes, ils étaient déjà un peu en trop. Mais je pense qu'un vrai travail journalistique
c'est assisté par l'IA justement pour gagner du temps en fait. Il ne faut pas les virer les gens, il faut les former et qu'ils puissent se servir de ces outils comme une assistance quoi. Parce que ces gens-là sont bons, si tu veux. Un journaliste, c'est un vrai journaliste, c'est quelqu'un qui a une façon, une plume, qui a une façon de rédiger et d'aborder les sujets différents du rédacteur lambda, soyons clairs. J'ai déjà fait appel à des journalistes pour rédiger pour des clients. Tu vois la différence. Tu vois vraiment la différence de qualité de contenu. Hein. Ça se termine par des synthèses, par des tableaux. Enfin, il y a un autre level, quoi. On n'est pas dans le petit texte SEO à la con. Hein. On est vraiment. Voilà. Donc, ces gens-là, plutôt que de les virer, bah, je développerais. C'est-à-dire qu'un site comme CNET, c'est quoi son but? C'est de mettre mettre des articles pour toucher de la thune avec de la pub. Hein. C'est tout. C'est comme n'importe quel autre média. Le but, c'est de faire de la page vue et de l'impression, etc. Hein, pour gagner de la thune avec les régies. Et donc, ils ont besoin d'écrire des contenus. Alors, je ne sais pas combien ils en produisent par jour, s'ils produisent 150 ou 200 articles, mais plutôt que de virer ces 8 personnes, pourquoi ne pas les avoir formés et développer encore leur activité? Après, ce n'est pas moi le boss de ce truc-là. Et voilà, mais je pense que voilà, un média comme ça, et de façon globale, la réflexion, c'est former les gens ou qu'ils se forment eux-mêmes et qu'ils s'en servent comme un outil. Parce que l'IA, elle va te remplacer, mais elle ne va pas te remplacer bien non plus. Tu vois, c'est pour des articles de fond, pour des articles d'actualité, à part aller pomper. Soit tu te sers de l'IA et tu vas pomper sur les sites US ou sur tes collègues et tu vas réécrire tout ça, ce n'est pas un problème. Mais du coup, tu n'as plus cette petite touche de plus-value de travail d'investigation d'un journaliste, finalement. Un journaliste, il est censé faire un travail d'investigation, il est censé faire des interviews. Et ça, l'IA, elle ne sait pas faire les interviews. Elle ne sait pas investiguer. Elle bouffe ce que tu lui donnes à bouffer, c'est tout. Donc, ma réflexion, c'est dommage de virer ces gens-là. J'aurais plutôt développé le potentiel de ces gens-là. Bah oui, l'intelligence artificielle va remplacer certaines tâches qui sont ingrates, fastidieuses. Qu'est-ce qui ressemble plus à un journaliste qui réécrit une dépêche AFP qu'un autre journaliste qui réécrit la dépêche AFP? Le match, il s'est déroulé de la même manière, le score, ils sont les mêmes à la fin, les joueurs, ils ont fait la même chose. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un être humain pour réécrire un contenu AFP, en fait? Apparemment, la presse dit que non. Bon, faut savoir que la presse a du mal à monétiser aussi depuis nombreuses années. Donc, dès qu'ils peuvent dégraisser, ils vont se servir d'excuses pour pouvoir dégraisser et mettre ça sur le dos de Poutine, de l'IA, du pétrole, des grévistes et de tout ce qu'on veut, de Macron et des gilets jaunes, voilà. Parce que ça a bon dos et qu'en termes de com, c'est mieux. Mais oui, il y a plein de domaines où on n'a plus besoin, clairement, d'humains pour faire certaines choses, en fait. Moi, à mon avis, c'est complètement improductif, quoi. Enfin, je veux dire, l'IA, elle n'est pas en mesure de remplacer des journalistes à l'heure d'aujourd'hui. On en est très loin, quoi, des journalistes. Voilà. Alors, après, si c'est pour remplacer des rédacteurs low cost, eh bien, tu peux. Mais, à mon avis, c'est même une erreur parce qu'il vaudrait mieux former ces rédacteurs low cost à la fonction de rédacteur augmenté, c'est-à-dire de reprendre le contenu généré par intelligence artificielle, parce qu'il ne va pas faire de fautes, il va être moins lourd, il va être moins de répétitions, etc. Mais par contre, le rédacteur, il peut lui donner ce petit touch humain qu'on n'a pas directement avec l'IA. Alors par contre, sur les journalistes, alors là, ça me paraît complètement débile, quoi. À un moment donné, voilà, on n'est pas encore à remplacer les journalistes par de l'IA. Bah, c'est une évolution, c'est logique. Donc c'est net, mais voilà, il y en a plein d'autres. On a aussi chez nous. Il y en a même certains qui ne se gênent pas au-dessus de l'article, qui disent attention, cet article a été rédigé par l'intelligence artificielle et il peut comporter quelques anomalies. C'est vrai que pour les gros groupes qui par le passé faisaient énormément de revenus par la publicité, ça fait pas mal de temps qu'ils ont des problématiques de la publicité paye plus comme avant, donc ils sont un petit peu tous mis à ce qui s'appelle les codes promo. Donc aujourd'hui, si on tape code promo sur Google, on voit que tous les sites news ont tous créé un sous-domaine pour faire des codes promo parce que c'est des choses qui sont rémunérateurs. J'ai des échos aussi en interne sur différents groupes de presse où c'est de plus en plus compliqué pour les journalistes, pour les payer. Et puis voilà, la publicité, ça paye plus comme avant, c'est compliqué. Et c'est vrai que quand on sort ça et qu'on voit que aujourd'hui, un journaliste, pour écrire un article complet, ça va lui prendre, peut-être 2 heures. Aujourd'hui, avec l'aide de GPT, ça peut lui prendre 20 minutes. Donc forcément,
pour la même idée de contenu, ou si rédiger du contenu plus axé définition, enfin sans réelle valeur ajoutée humain, bah, c'est compréhensif. Donc il faut s'adapter et puis c'est logique, quoi. Il faut réduire les coûts, les charges salariales. Malheureusement en France, c'est ce qui coûte le plus cher, mais ça va donner du travail également à d'autres métiers, à ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle, aux consultants. On commence à en voir de plus en plus les consultants en intelligence artificielle, à ceux qui vont devenir formateurs. Vous avez créé aussi un Discord là-dessus, donc on voit que ça donne aussi du travail et ça va devenir, ça donne également un besoin aux entreprises qui veulent intégrer l'IA de leur entreprise, qui savent pas comment faire, et donc ils vont faire appel à des gens comme vous, à des gens comme nous, à des gens qui ont l'habitude de travailler avec l'IA, et du coup ça crée aussi du travail d'un autre côté. Voilà. Alors, c'est un peu le truc d'actualité là en ce moment. Si on parle vraiment de ce cas précis où CNET a préféré, on va dire, remplacer, enfin licencier, on va dire, des humains, je pense que pour moi, c'est une énorme connerie, sauf si la compétence première de ces journalistes, c'était de faire le café ou de faire des photocopies. Mais clairement, pour moi, c'est pas la bonne solution et c'est pas la voie vers laquelle il faut se tourner. On doit justement se servir de l'intelligence artificielle pour faire des journalistes augmentés et créer beaucoup plus de sujets, couvrir beaucoup plus de terrain. Et dans ce cas-là, le journaliste vient, lui, on va dire en surcouche pour vérifier tout ce qui est les infos, faire du fact-checking dessus et être sûr qu'on raconte pas de bêtises. Mais pour moi, ça permet de traiter plus de sujets avec plus de fond. Mais il ne faut pas remplacer les journalistes pour de l'humain, quoi. Enfin, de remplacer de l'IA par de l'humain, ou l'inverse. Alors moi, comment je vois les choses, hein, c'est vraiment une disruption dans ce marché-là qui est de la production de contenu. Et donc les humains, en tout cas les journalistes ici, vont devenir des reporters. Ils vont aller récupérer des faits et l'IA va être productrice de contenu. Donc ça va être finalement un peu du prompting pour les journalistes 3.0, donc les journalistes de demain. Ils vont mettre leur rapport en quelque sorte de l'enquête terrain, et l'IA sera en charge ici de produire du contenu. Donc je suis vraiment curieux de voir. On est vraiment à un virage, à un tournant majeur de l'humanité, je pense. Et je suis curieux de voir en fait comment la presse va s'emparer de ça, parce qu'on va peut-être aussi arriver à des contenus qui sont plutôt lissés. Alors après, ça va dépendre des rédactions, mais on peut arriver à des contenus qui sont plutôt lissés, qui ont toujours la même. Ce que je te disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément la partie émotionnelle. Donc, si c'est lissé, comment finalement on transmet comment dire, comment on transmet de l'intérêt, de l'émotion à ces contenus. Donc ouais, est-ce que ça vient remplacer l'humain? Carrément. Eh ben, je pense qu'ils ont fait une connerie de licencier ces gens-là. Je pense qu'ils auraient mieux fait de les former à l'IA plutôt que de les licencier. Parce que selon moi, après ce n'est que mon avis, hein, mais je pense qu'on va quand même continuer à avoir besoin d'humains pour rédiger du contenu, en particulier pour les journalistes. Et se séparer comme ça de journalistes, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux former les personnes et les informer et faire en sorte qu'ils deviennent compétents dans l'utilisation de l'IA pour être plus productifs. Ça apporte plus de valeur que de licencier des gens et faire charbonner 3 personnes au lieu de 12. Alors, l'IA qui vient remplacer l'humain, alors dans le cas de CNET, je peux pas le remettre en question dans le sens où, en effet, visiblement, il remplace les humains par l'IA. Et c'est quelque chose que je peux comprendre. Moi, je pense que l'IA ne remplacera pas les professionnels qui s'adaptent. Et peu importe la thématique, je pense qu'il faut aujourd'hui s'adapter rapidement à l'intelligence artificielle. Et s'adapter, c'est au moins faire de la veille, au moins rester conscient de ce qui arrive, de ce qu'il est possible de faire. Et là, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui arrivent toutes les semaines. On prend une nouvelle claque avec une nouveauté, un truc. Donc, je pense qu'en effet, il y a certains professionnels qui vont inévitablement moins avoir de boulot ou éventuellement se faire renvoyer, mais parallèlement, parce que l'IA permet d'accélérer, mais parallèlement, moi aujourd'hui par exemple, dans mon propre cas,
Je suis pas CNET, je suis beaucoup plus petit, bien évidemment, mais j'ai gardé l'intégralité de mes rédacteurs. Par contre, je les ai tous formés à l'IA et ils sont tous capables aujourd'hui de rédiger beaucoup plus vite, beaucoup mieux, de manière beaucoup plus pertinente, avec beaucoup plus de qualité. Et en fait, je pense que l'IA, c'est juste un accélérateur monumental et pas forcément quelque chose qui a vocation à remplacer les gens, mais à les rendre plus productifs, ça, j'en suis sûr. Alors, mon avis, il est très tranché là-dessus. C'est que moi-même, je continue la rédaction, pas pour mes sites, mais pour les réseaux sociaux. Et en fait, il faut savoir trancher entre deux choses, c'est-à-dire l'IA va aider, et c'est ce que j'ai dit précédemment, l'IA va aider la rédaction. Mais il y a quand même l'humain derrière qui a un regard qui n'est pas égal à l'IA. C'est-à-dire que si on a une pensée, il va falloir la traduire. Et ça, je pense qu'il n'y a que l'humain qui est capable de le faire aujourd'hui. Et si des gros sites comme CNET font appel que à l'IA et oublient l'humain, je pense que des sites comme ça, en fait, vont perdre leur âme, tout simplement. Et le fait que des personnes suivaient ces médias et des personnes vont aller sur d'autres médias qui vont continuer avec l'humain. Ça, j'en suis persuadé. En tout cas, c'est ma pensée là-dessus. Et par contre, réduire le nombre d'humains et créer des process via l'IA pour accélérer la rédaction de tes meilleurs rédacteurs, ça, je suis d'accord à 100%. C'est-à-dire que tu as 10 rédacteurs, tu en as 6 qui ne travaillent pas très bien, tu en as 4 qui sont des monstres. OK, on va créer des process et on va utiliser l'IA pour accélérer la rédaction, pour rendre le travail beaucoup plus facile pour ces 4 rédacteurs qui travaillent super bien. Ça, je suis d'accord. Mais de là à remplacer 100% par l'IA, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied. Des extensions à conseiller pour l'utilisation de ChatGPT? Moi, je suis très roots. Je préfère faire moi-même à peu près tout et avoir des prompts que je maîtrise moi-même. Les seules extensions qui sont importantes, à mon sens, alors, je ne vais pas les nommer, mais c'est toutes celles qui permettent de réintégrer des sources venues de l'extérieur, de faire une interrogation sur Google, sur Bing, d'aller chercher un site web pour mettre de la data dedans. Et puis, bien sûr, il y a une extension qui est utile pour ceux qui débutent avec ChatGPT, c'est AIPRM, puisque c'est une extension qui permet en fait d'avoir des prompts pas tous bien faits, mais pas mal de prompts raisonnablement bien faits pour quelqu'un qui n'est pas doué pour faire des prompts ou qui n'a pas envie de s'emmerder, c'est quand même vraiment pas mal. Donc, c'est la seule vraiment que je conseillerais pour débuter. Après, les autres, c'est vraiment au cas par cas. Tout ce qui permet d'intégrer de la donnée, par contre, c'est utile. Ouais, moi j'aime beaucoup. Alors il y a GPT for Sheets and Docs. C'est une petite extension que tu peux utiliser directement dans Google Sheet et dans Google Doc. C'est assez pratique pour faire plein de petites choses plus ou moins filoutes. Une que j'ai tweetée il y a pas très longtemps aussi, qui est toute récente, c'est ChatGPT Sidebar. Concrètement, une fois que tu l'as installé sur ton navigateur, peu importe où tu te trouves sur n'importe quel site web, tu as accès directement à ChatGPT en live depuis cette page-là. Donc, tu sélectionnes le contenu, tu peux directement te faire un résumé, tu peux le traduire, tu peux avoir des infos. Enfin bref, tu n'as plus besoin de changer de fenêtre, tu as directement accès. Et il y a RPRM aussi, qui est une extension qui vient en surcouche quand tu utilises ChatGPT, qui te permet de faire tout un tas de choses, de profiter des prompts des autres, de garder les tiens. Donc voilà un petit peu ce que j'utilise le plus en ce moment, quoi. Bah, ChatGPT lui-même, après, comme je n'utilise pas ou très peu, j'en ai pas forcément à citer, mais vous allez fouiller sur Internet, sur Chrome, vous avez plein d'extensions qui déversent dans WordPress, qui traduisent, qui lui donnent de la data, qui lui donnent de l'info. Donc voilà, je sais pas si c'est un outil, mais dans Skype, vous avez Bing qui s'est ajouté automatiquement. Ok. Où vous pouvez lui poser des questions et lui, il est en connexion avec le web, en fait. Donc, il peut vous générer des petits paragraphes de 150, 200 mots maximum avec de la vraie data. On peut lui demander un site web, on peut lui demander les 10 meilleures pizzerias de Lyon, on peut lui poser plein de questions. Donc, il génère assez rapidement. Donc, il peut compléter en fait ChatGPT en playground et créer du contenu pour le web, quoi. Moi, ce que je recommande vraiment fortement, c'est Web Access, il me semble. Donc, c'est un plugin Chrome que tu ajoutes qui s'appelle Web Access, qui donne en fait, aujourd'hui, ChatGPT n'a pas connaissance à en fait l'apprentissage qui s'est arrêté en septembre 2021, je crois. Et en fait, Web Access va finalement apporter la SERP à ChatGPT et va pouvoir mettre à jour certaines connaissances de sa base. Donc, Web Access vraiment en top prio, c'est vraiment ce que j'utilise en tout cas au quotidien.
AIPRM, je crois. Donc ça, je l'utilise beaucoup moins maintenant, puisqu'en fait, j'ai remplacé ça par, je crois que c'est Typing Mine, qui est une application qui se plug en fait sur l'API de GPT et qui permet de gérer, tu peux gérer tes prompts, tu peux sauvegarder tes anciennes conversations, tu peux les exporter. C'est vraiment un très bel outil qui permet vraiment d'aller très loin sur l'utilisation et la réutilisation des données de GPT. Enfin, tu peux choisir sur ton modèle, en bref. Alors moi, j'ai pas encore, depuis l'annonce des extensions et tout, j'ai pas encore, j'étais sous l'eau là, j'ai pas pu trop checker. Par contre, j'ai une extension qui est relativement connue, qui s'appelle AIPRM et qui est juste surpuissante et absolument incroyable de richesse. Alors même si je crois que là, ils ont fait une version premium, moi je l'utilise toujours en freemium, donc je paye rien pour ça. Et elle est vraiment super puissante puisqu'elle permet d'accéder à plein de prompts qui ont été réalisés par des gens de la communauté, donc gratuitement, et à des trucs relativement poussés. Et pareil, il y a une petite astuce, alors peut-être que les gens qui écouteront ou qui regarderont cette vidéo la connaissent pas, donc je vais la donner, mais si dans l'onglet, quand vous faites un nouveau chat avec ChatGPT et que vous travaillez avec AIPRM, vous pouvez en fait, vous verrez que si vous demandez, si vous utilisez un prompt AIPRM, le prompt va être caché d'emblée sur la fenêtre que vous allez utiliser, sur le chat que vous allez utiliser. Et en fait, si vous avez juste à cliquer sur un chat précédent et à revenir sur le chat que vous êtes en train d'utiliser pour avoir le prompt en clair. Et en fait, rien que pour ça, l'application est incroyable de valeur parce que j'ai trouvé, moi, juste en me baladant, etc., des prompts et des manières de réfléchir le prompting qui sont absolument incroyables. Et j'ai pu analyser des trucs et j'ai pu moi-même, derrière, adapter certains de mes prompts par rapport à ce que faisaient les gens. Et ça, c'est vraiment un moyen super d'apprendre et de s'éveiller à comment ça se passe vraiment pour avoir un bon prompt efficace et comment communiquer correctement avec l'intelligence artificielle et avec GPT-4 ou 3.5 en l'occurrence. Créer un business de zéro avec ChatGPT ? Alors moi, je fais tous mes business à partir de rien via ChatGPT. J'en fais 3 types qu'on va détailler ici. Du dropshipping, ce qu'on peut appeler du SMMA, donc en vrai c'est de l'agence B2B, de la prestation de services aux entreprises, et de l'affiliation. Donc on va commencer par le dropshipping. Ce que je fais avec mes équipes, c'est qu'on envoie des dizaines de milliers d'idées de niches à ChatGPT en lui donnant des recommandations, on lui dit il faut que ce soit des produits qui ne touchent pas la peau, qui ne soient pas dangereux, qui ne puissent pas être électriques ou électroniques, qui ne concernent pas les bébés, etc. On lui donne tout ça et ensuite il choisit lui-même les niches qu'on peut faire en dropshipping. C'est-à-dire que on récupère des dizaines de milliers de mots-clés sur lesquels il y a des produits principalement en Chine et à partir de là on alimente ChatGPT et c'est lui qui, en fonction de notre prompt, évite tous les produits dangereux. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a demandé à ChatGPT de nous faire un script qui enlève la cannibalisation de mots-clés. Donc, je vais prendre un exemple qui est, par exemple, si on a le mot-clé qui apparaît, qui est gourde en acier et qu'on a aussi gourde inox, ça se cannibalise, il n'y a pas de raison d'aborder 2 fois la niche. Or, il faut un script d'intelligence artificielle qui permet d'enlever la cannibalisation de ces mots-clés. Donc, en fait, sur des dizaines de milliers de mots-clés, on a ChatGPT qui sélectionne tous les niches qui sont intéressantes et après, il déduplique, on va dire, les mots-clés pour nous choisir vraiment les niches pertinentes sur lesquelles il faut avancer. Ensuite, donc, on est toujours dans la partie dropshipping. On demande des prompts ChatGPT pour GPT-3. Enfin, plutôt, on demande à ChatGPT des prompts pour GPT-3. Donc, pas pour ChatGPT, mais pour GPT-3. Il nous fait des bons prompts pour les fiches produits. Donc, on récupère énormément de mots-clés produits via ChatGPT-4. C'est-à-dire que, admettons qu'on ça nous choisit gourde inox, on lui demande liste-nous 500 mots-clés gourde inox qui ne contiennent pas des marques, qui ne contiennent pas des noms de sites, qui ne contiennent pas des mots type pas cher, etc. Et des mots-clés transactionnels. Donc
On lui fait vraiment, on lui demande un travail de SEO. À partir de là, il nous liste énormément de mots-clés qui sont en plus très pertinents quand on les passe sur SEMrush. Et on lui demande, fais-nous les prompts de X mots, etc. Donc on l'oriente pour qu'il nous fasse le prompt pour GPT-3. Donc ça nous permet de faire les fiches produits sur GPT-3 ensuite via l'API GPT-3. Et on demande à GPT-4 de nous lister les mots-clés qui ne sont pas des mots-clés transactionnels, mais qui sont des mots-clés pour du blog. Donc sur un site e-commerce, mais des mots-clés de blog. Il nous génère les mots-clés et après, on lui demande de générer des articles là-dessus. Donc ça, c'est à partir de dropshipping. Ça nous fait des sites de zéro à partir du dropshipping, à partir de ChatGPT pour le dropshipping sur ce modèle. En SMMA, c'est très simple. On a alimenté ChatGPT. Donc en SMMA, ce que j'appelle SMMA, c'est la prestation de service B2B. On lui a fourni des cas d'études de sites SEO sur plombier Toulouse, électricien Perpignan, fleuriste Angers, etc. On lui a filé des sites HTML et on lui a expliqué pourquoi le SEO avait fait le site de cette façon. Et à partir de là, maintenant, on est 100% capable, à partir d'un nom de métier et une ville, de générer des sites de zéro. Donc, on appuie sur un bouton et ça nous génère 100 000 sites, 200 000 sites, 300 000 sites à partir de mots-clés et de listes de villes. Donc, même pour la liste de villes, on lui a demandé, liste-nous les villes de plus de 8 000 habitants et 10 villes alentours et 5 villes lointaines géographiquement. Et à partir de là, ça nous permet, au sein de nos pages de sites locaux, de créer des pages pour les villes voisines, c'est-à-dire qu'un fleuriste à Roubaix peut aussi concerner, je ne sais pas quelle ville il y a à côté, on va dire Ouascal, c'est-à-dire que quelqu'un qui cherche fleuriste Ouascal peut tomber sur le site fleuriste-roubaix.fr, on va dire, /Ouascal. Et donc, tout ce travail de recherche de villes voisines a été fait par ChatGPT. Et en revanche, un fleuriste à Roubaix, il n'y a aucun souci concurrentiel qui fasse un backlink vers un fleuriste à Bastia, puisque géographiquement, c'est extrêmement éloigné. Et donc, ça aussi, on l'a automatisé, puisqu'on lui a demandé des villes lointaines. Donc, c'est 100% automatisé, la rédaction est 100% automatisée, etc. Enfin, pour la partie affiliation, c'est ce que je préfère actuellement en full automatisation ChatGPT. Donc, on lui envoie, pareil, on lui demande une liste de niches, il nous trouve tout un tas de niches, et là, 100% de la structure est faite par ChatGPT. C'est-à-dire que le modèle actuellement qui me plaît le plus, c'est le modèle de quelqu'un qui est sur Twitter et que j'ai interviewé aussi, qui s'appelle AfiSEO, donc Afi SEO, et qui a un modèle e-commerce des guides d'achat, on va dire. Donc lui, il a un modèle e-commerce, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une page d'accueil, il y a des pages catégories, il y a des fiches produits et il y a des articles de blog, grosso modo, comme ce qu'on peut faire en dropshipping aussi. Et donc, on commence par trouver une niche, donc on va dire la niche table basse. Et à partir de la niche table basse, il va nous lister tous les mots-clés, 200 mots-clés, 300 mots-clés issus de table basse, tous les hauteurs, les types de matériaux. Donc, on a un prompt qui est assez long, qui demande liste-nous tous les mots-clés à partir de la taille, de la capacité, des matériaux, des prix, etc. Donc, on a un prompt qui est utilisable pour des dizaines de milliers de niches. Et à partir de là, ça nous liste tous les mots-clés. Donc, là-dessus, on va créer des pages catégories. Et on lui demande aussi, pour tel pays, donc par exemple pour la Suède, est-ce que tu peux me lister le top 10 des sites qui vendent des tables basses? Il va nous le faire. Et on va lui demander aussi, est-ce que pour ces 10 sites, tu peux me lister l'intégralité des noms de modèles qui existent pour Ikea, pour Conforama, etc. Enfin, les équivalents en Suède. Et ça va nous sortir les modèles. Donc, en gardant la structure e-commerce, on a des pages qui correspondent à des mots-clés qui sont des pages catégories. On a aussi des pages qui correspondent à des marques qui sont créées. Là-dessus, on affiche tout un tas de modèles qui sont classifiés. Donc, on demande aussi à ChatGPT un tableau avec catégorisé pour chacun des modèles. On lui demande, maintenant, classe-nous ces modèles par marque et par mots-clés directement. Donc, ça va nous dire table basse vers Ikea, donc dans un tableau.
un tableau qu'on récupère via Automa. Et donc, ça nous fait toute la structure de site comme ça. Ça génère aussi des textes de bas de page sur les catégories avec ChatGPT en version 4. Et ça nous fait aussi le prompt qu'on applique sur absolument toutes les fiches produits. Donc, un gros prompt avec toute la structure de page. Et on rédige aussi des fiches produits avec ChatGPT en version 4. Donc, l'intégralité de ces 3 business sont maintenant gérés par ChatGPT. Voilà. Alors, moi, je suis partisan du less is more. C'est-à-dire que il faut que le truc me coûte le moins de temps et d'argent à développer qui me rapporte le plus. Et effectivement, l'avantage de notre copain ChatGPT aujourd'hui, c'est qu'on peut faire de très belles choses en termes de dev. Et du coup, il suffit juste d'avoir les idées. Des idées, j'en ai tous les matins. Je prends ma douche, j'ai 15 000 idées. Bon, et après, c'est évaluer laquelle va être la plus rentable. Et aussi, cette notion, il faut que ça me plaise quand même. Je peux pas faire un business qui me motive pas. Donc, là, je pourrais donner des exemples. La meilleure utilisation de ChatGPT pour partir from scratch et gagner de l'argent, ce serait peut-être de développer des applications, tout simplement. Il y a des tonnes d'idées pour développer des applications. Donc, là, dès qu'on a un peu de temps, on va faire ça. Peut-être, ça pourrait être... alors, pour gagner de l'argent très vite, la racine pour moi de ChatGPT dans notre métier, ce serait le contenu. De toute façon, donc ce serait monter des sites web, de mettre de la file ou de l'AdSense ou de vendre du lien ou ce que tu veux. Ça, si t'es malin et que tu regardes 2-3 vidéos et que tu mets les mains dans le cambouis, surtout que tu fais, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mais ça ne te fait pas devenir milliardaire. Métier, moi je connais personne qui est milliardaire avec le SEO ou avec des sites machin. Millionnaire peut-être, mais milliardaire jamais de la vie. Je chercherais peut-être une application. Justement, si on veut devenir milliardaire, il faut faire quoi? Il faut faire de l'import-export, il faut faire de l'immobilier, tu vois. Donc j'irais plus dans cette typologie de business. On en a des idées là d'applications, justement. Donc bon, mais juste pour répondre simplement à la question, je partirais en mode application mainstream qui touche la majorité de la population française et pourquoi pas mondiale. Et ça, il y a encore matière à faire. Je ferai sans doute Là, on voit de plus en plus de services fleurir, que ça soit sur la rédaction de contenu ou sur plein d'autres choses. On voit par exemple des tools qui permettent d'automatiser les emails qu'on va pouvoir envoyer. On voit des services qui permettent de générer plein de prompts directement avec un site web qui vient se mettre justement entre l'IA et l'utilisateur. Que ça soit généralement des prompts, par exemple, pour Midjourney, l'IA qui permet de générer des images. Donc, je pense, c'est une question difficile, mais je pense que si demain, je devais vraiment bénéficier de l'IA en tant que telle et monter un business de zéro grâce à ChatGPT, bien sûr, à part de l'édition de site, ce que je fais déjà, parce que ça doit être possible de monter un site de toutes pièces avec ChatGPT, j'en doute pas une seule seconde, ça serait sans doute la création d'un SaaS en utilisant des prompts. Mais c'est un business qui est un petit peu à double tranchant, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui créent des SaaS qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée, parce que les prompts derrière sont trop simples et trop facilement réutilisables, reproduisibles, quoi. Donc voilà, je pense que toute la qualité d'un bon SaaS qui utilise l'IA aujourd'hui, c'est de réussir à avoir des prompts vraiment uniques et qui sont pas facilement réutilisable via le reverse engineering, par exemple. Ouais, ça dépend ce qu'on veut faire. Il y a plein de business possibles. Je donnais un exemple tout à l'heure à des copains qui étaient au moment de Noël faire un chatbot qui discute avec les parents pour conseiller les bons produits sur Amazon pour les enfants. Voilà, on lui dit, mon fils, il a 8 ans, il est en telle classe, ses copains aiment bien Batman, etc. Mais il a déjà Batman. Qu'est-ce que je peux lui acheter? Et là, hop, ChatGPT qui a accès aux sources avec un bon plugin, qui dit, écoute, il y a les Funko Pop Batman chez Amazon, c'est à tel endroit, clique là pour les acheter tout de suite. Et voilà, un bon business sur l'affiliation avec un chatbot qui fait pour ça, qui peut être sur Twitter, qui peut être sur Telegram, qui peut être n'importe où, en fait. Et donc ça, voilà, c'est ce genre de business amusant que j'aurais envie de faire si je faisais de zéro, ou des bots Twitter ou des choses comme ça. Moi, c'est ça que je ferais si j'avais du temps pour le faire, là. Alors, j'ai vu beaucoup de contenu passer là-dessus, notamment sur Twitter, des threads qui ont été créés sur le sujet. Et en fait, je pense que la meilleure façon, c'est de commencer par donner un rôle à ChatGPT, donc commencer la discussion en donnant un rôle. C'est-à-dire que peu importe si tu as une idée de business ou pas, déjà, pour trouver une niche, tu vas lui donner un rôle et le rôle, ça va être toi.
C'est-à-dire, voilà, tu es asynchrone, tu as tel nombre d'abonnés sur Twitter. Aujourd'hui, tu aimerais atteindre 100 000 abonnés sur Twitter. Tu aimerais vendre tel et tel produit. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Et là, je trouve que si tu pars là-dessus, si tu donnes un scénario à ChatGPT, les discussions sont hyper intéressantes. Et partir de ça, ça va donner un peu un scénario à ChatGPT. Et ensuite, à chaque fois qu'il va te donner un process étape par étape, lui demander de détailler chaque étape qui sont importantes pour toi. Donc, moi, c'est ma manière de l'utiliser. En tout cas, si je devais repartir à zéro, je lui donnerais un scénario. Le scénario, c'est ma personne, moi, ce que j'aime aujourd'hui, ma passion, ce que je fais tous les jours, combien de temps j'ai à dégager pour mon business en ligne. ChatGPT, aide-moi à faire ça. Et en général, il va te donner une niche, il va te donner un process. Et si tu te débrouilles bien en t'aidant de ChatGPT, je pense que tu peux avoir un bon business en ligne qui soit viable. C'est déjà de lui poser la question sur le secteur. Qu'est-ce que tu ferais sur tel secteur d'activité? Comment tu ferais? Et après, je pense pas qu'avec ChatGPT, on peut vraiment créer des business en playground, je parle, hein. À part des petits trucs, genre écrire des e-books, vendre des Kindle, ce genre de trucs, ou faire du texte SEO, justement, pour essayer de monétiser ou de générer du contenu, en fait, comme on fait en SEO, quoi. Par contre, avec OpenAI, ouais, je pense qu'il y a beaucoup plus à faire, notamment par API, en termes d'automatisation, où là, c'est quasiment open bar, en fait, de tout ce qu'on peut faire. Mais sur le playground, ouais, je prendrais un truc qui est lié au contenu, puisque c'est ça qui sait bien faire, en fait. Ou alors, je lui ferai automatiser des tâches à revendre sur Fiverr 5 €, mais bon, tu t'avances pas vite avec ce genre de business. Mais genre, je vous traduis votre texte pour 5 € et tu le fais traduire, ou ce genre de, ou je vous remets en forme un texte, ou je vous l'optimise sémantiquement, ou voilà, ceci, cela, mais genre, c'est pas des business à devenir millionnaire, quoi. La meilleure stratégie, donc, c'est de rendre toute la chaîne, avant de se lancer sur une niche, il faut s'assurer, en tout cas nous on s'assure, de comprendre les besoins, le persona, les sujets clés qui sont importants sur cette niche, sur cette industrie. Donc, nous, on a automatisé vraiment la chose. Donc, tout part de mon smartphone. Par exemple, la semaine dernière, quand je me suis promené dans la rue, il y a un produit que je connaissais pas, je l'ai pris en photo. C'est automatiquement envoyé après à Notion. Notion va faire, avec des API, identifier ce que c'est comme produit. On va avoir finalement un label par rapport à ce produit-là. On utilise SEMrush pour faire nos recherches de mots-clés. Alors, c'est assez généraliste. Ensuite, on passe tout ça dans ChatGPT et c'est là que la magie opère, puisqu'en fait, ChatGPT va pouvoir te faire la segmentation de tes mots-clés, trouver aussi d'autres sujets, on appelle ça des sujets clés qui sont liés à ton mot-clé, détecter également, te proposer des personas et les besoins liés à ces personas-là et les problématiques besoins de ces personas-là et les solutions qu'on va pouvoir apporter. Donc finalement, je rentre après de ma petite promenade et je peux ouvrir mon fichier Notion avec finalement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tout un embryon de strat. Et je pense qu'il faut l'utiliser comme ça. C'est un formulaire assistant documentaire. Il va te chercher segmenter aussi moult informations. À toi après de prendre cette information-là, de vérifier et ensuite d'activer ou pas ta strat de contenu sur ton nouveau business. Alors, je partirais sur, bizarrement, hein, pour un SEO, je partirais sur faire des pages de vente et j'enverrai du trafic dessus sur des pages de vente en affiliation et j'enverrai du trafic Facebook par exemple. ChatGPT est franchement très très fort pour rédiger des contenus copyrightés, voire même réécrire des contenus copyrightés. Et moi, j'ai eu des résultats assez intéressants sur des contenus sur lesquels j'ai envoyé du trafic payant. Bizarre pour un SEO, hein, mais ouais, je le fais aussi. Et ça convertit très très bien. Donc, ouais, mettre un petit peu de budget dans de la pub, quand même bien bosser son site au niveau du SEO, mais aussi utiliser du trafic payant pour convertir, un bon lead magnet, récupérer des mails et puis envoyer comme ça, quoi.
Moi, je prendrais des sites étrangers, je ferais une traduction, reformulation, et je publierais en masse tous les jours des articles. Chose que je ne pouvais pas faire quand je me suis lancé dans les SEO, ça n'existait pas tout ça. Ouais, alors pour moi, ça serait vraiment, si je repartais de zéro, ça serait viser Discover. Viser Discover via la monétisation, soit AdSense pour tout ce qui est généraliste actu, et quel coût pour les produits. Donc ça serait la partie. Donc je ferais tout simplement un scrap d'actualité. C'est assez simple à développer. Toute cette data d'actualité scrappée, je la mets dans ChatGPT, qui va me rendre soit un résumé, soit une autre reformulation de toute cette data. Et là, effectivement, avec une petite révision humaine, tu peux avoir de très bons résultats sur Discover. J'ai pas forcément de stratégie. C'est vrai que nous, on a créé un business, entre guillemets, un outil dessus, donc qui est payant, donc forcément qui ramène un petit peu de revenus. Mais c'est surtout par rapport à un besoin qu'on avait, nous, en interne sur une autre activité, qui était l'édition de sites, ou la création d'articles pour faire des backlinks, ou la création de contenu pour le site de nos clients. Donc, on avait un besoin. Donc, on a créé un outil d'abord pour nous. Et tant qu'à faire, on a rajouté un petit peu de développement pour mettre en place l'achat de crédit et le transformer finalement en SaaS, c'est-à-dire avoir un outil qui soit utilisable par tout le monde et par n'importe qui, mais ça part d'un principe qu'on avait déjà besoin. Voilà, et je pense que quelqu'un qui veut créer un business là-dessus, typiquement, enfin, je sais pas, quelqu'un qui travaille, j'en discutais déjà encore avec un client qui travaille dans la défiscalisation, etc., ou l'immobilier neuf, c'est vrai qu'ils ont envie de vendre de l'immobilier, donc ils pourraient éventuellement récupérer sur Google Maps ou quoi, tous les points d'intérêt, les écoles, les métros, etc. Et sur chaque bien, faire avaler tout ça par l'intelligence artificielle pour finalement sortir des fiches uniques de texte en intégrant les données issues de Google Maps et en donnant tous les avantages, par exemple, d'un bien immobilier. Voilà. Donc ça peut être un business, mais c'est quelque chose qui est créé par rapport à un besoin. Par exemple, la société de défiscalisation fait ça et voit l'IA et elle dit, je vais faire ça par rapport à mon business. Donc, à chaque fois, ça s'adapte par rapport au business. Ou, par exemple, ça peut être sur le football, récupérer toutes les stats d'un joueur de foot, etc. Et donner tout ça à avaler à l'intelligence artificielle. Et puis, du coup, on regarde un match, on pose n'importe quelle question. L'intelligence artificielle, en plus de ce qu'elle sait déjà et en plus des datas que tu lui as données, elle va pouvoir te dire exactement te donner des stats que personne d'autre pourra retrouver en quelques secondes, alors que l'IA, en quelques secondes, dans son dataset, elle va te récupérer l'information et elle va te donner la réponse. Ou éventuellement, j'en avais déjà parlé, sur le juridique, où tu peux récupérer toutes les jurisprudences qui ont été faites en France. Et le mec, il a un problème juridique avec une personne, il va taper la réponse à l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle va dire par rapport à la jurisprudence qui est sortie en 2019, il y a eu à peu près le même cas, et finalement, c'est telle personne qui a gagné parce que le juge a décidé X, Y, Z, et du coup, ça économise des heures et des heures de recherche dans les jurisprudences, et l'IA, en fait, en quelques secondes, grâce à l'info que tu lui as donnée en plus, va pouvoir te faire ça. Et ça, c'est encore quelque chose qui s'adapte par rapport au business des avocats, et on pourrait faire la même chose avec les notaires, avec les PLU, pour savoir si tu as le droit de construire, pas construire, quelle distance, etc. Donc, je pense que tu utilises l'IA pas pour créer un produit qui n'existe pas et sur lequel tu n'as aucune expérience, mais par rapport à un besoin, sur quelque chose sur lequel tu travailles déjà, et tu utilises l'IA pour gagner du temps et pour faire évoluer l'étude, comme on a fait nous. Quelles sont les limites de ChatGPT ou encore les points d'amélioration ? Il raconte encore beaucoup de bêtises. C'est assez dangereux si on croit ce qu'il raconte. Même, il fait des fautes. J'ai fait des exercices avec mon fils en maths sur des trucs assez compliqués quand même. Et il y avait des fautes, c'était moi qui étais obligé de lui dire, mais là, c'est pas bon, est-ce que tu peux corriger? Et après, il me disait, oui, excusez-moi, ou je sais plus comment il disait le truc. Effectivement, c'est pas bon, on va corriger ça, machin. Donc ça, c'est très embêtant, je trouve. Faut vraiment qu'il soit meilleur là-dessus. Et surtout pas diffuser des fake infos ou genre de choses comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il doit être couplé à un moteur de recherche ou à quelque chose qui est validé derrière.
C'est pas pour être dans la pensée unique, mais sinon c'est dangereux en fait. Il faut quand même rester sur le consensus. Après, chacun a bien évidemment son libre arbitre, mais il faut faire attention quand même à ce qu'on dit, quoi. Ouais, alors il y a des limites techniques, hein, vraiment, moi je trouve, aujourd'hui. Bon, il y en a une qui vient d'être franchie, qui était le nombre de tokens maximum qu'on pouvait mettre, notamment dans l'API. Et donc là, ça a été pulvérisé parce qu'ils l'ont multiplié par 8, ce nombre de tokens. Donc on ne pouvait pas faire des prompts qui étaient vraiment extrêmement complexes parce qu'il y avait une limite à la taille de ce qu'on pouvait donner à ChatGPT jusqu'ici en entrée. Donc ça, c'était vraiment problématique. Donc ça a été plus ou moins résolu. Mais je pense que pour moi, le vrai point d'amélioration, il est là-dessus, c'est essayer de créer quelque chose qui permettrait de passer des contextes pour éviter de rejouer un petit peu toujours les mêmes prompts, les mêmes contextes à chaque fois qu'on veut réutiliser l'outil. Donc de pouvoir sauvegarder les contextes d'une certaine manière pour fabriquer un assistant qui est de plus en plus personnalisé au fur et à mesure du temps et qui est capable d'oublier ce qui n'est pas important dans un contexte et de garder en mémoire ce qui est important. Comme quand on a un vrai assistant dans la vie, en fait. Et ça, je pense que ce serait pas mal, parce qu'au fur et à mesure, par exemple, on pourrait avoir un espèce de rédacteur augmenté, typiquement. Voilà, il me sort des textes, puis je lui dis, bah, ceux-là, ils sont bien, ceux-là, ils sont pas bien, etc. Puis au fur et à mesure, il s'en souvient, il apprend, et il s'améliore de lui-même. Aujourd'hui, on peut pas le faire, parce qu'on a des prompts qui sont... Enfin, on a une fenêtre de taille de token qu'on peut fournir qui est trop petite, donc c'est difficile de lui donner des directives sur le très long terme. Donc aujourd'hui, c'est comme si on avait un nouveau rédacteur, en fait, un stagiaire qui arrivait tous les mois, et au bout de 2 semaines, il s'en va, et il faut reformer le nouveau, alors ce serait intéressant de vouloir capitaliser. Pour moi, la limite, c'est ça, la limite principale. Et après, bien sûr, le fait qu'il n'ait pas accès à de la donnée temps réel, c'est un problème, mais ça, c'est à la limite un problème qu'on peut passer avec les plugins et tout. Bah, les limites, c'est toujours les mêmes, c'est qu'il a été instruit jusqu'en 2021, donc il n'a pas les dernières datas. Mais en fait, on n'est pas loin d'y arriver parce que OpenAI, c'est Microsoft récemment, Microsoft, c'est Bing, et Bing, faut pas oublier que vous pouvez connecter votre Search Console Google à Bing et récupérer de la donnée dedans. Donc, je sais pas si beaucoup l'ont fait, mais là, j'imagine que les SEO vont s'intéresser beaucoup plus à Bing. Ça veut dire qu'il va être connecté à de la data. Lui, Bing, il a l'habitude de crawler le web, il a les infos. Donc, les défauts de ChatGPT aujourd'hui, et même d'OpenAI en général, hein, parce que ChatGPT est juste une couche de discussion entre OpenAI et vous, l'être humain. Mais dès qu'il aura accès à de la data, il pourra vous sortir des choses plus ou moins vraies d'ailleurs. Donc là, aujourd'hui, il se trompe, il dit on dit souvent, je crois que c'est les frères Perronnet qui disent qu'il dit avec aplomb des choses fausses. Mais oui, quand on relit, on voit qu'il génère des conneries sur des dates, il se trompe, il fait des erreurs. Mais plus ça va aller, moins il y aura cet aspect-là, quoi. Alors, pour moi, les limites de ChatGPT, je ne sais pas si c'est les limites, mais en tout cas, c'est un gros problème que j'ai vu pour moi, c'est que ça m'a rendu flemmard dans le sens où j'ai l'impression que ChatGPT peut faire beaucoup de choses. J'aurais presque envie de lui demander de rédiger des articles ou rédiger des threads, sauf qu'il n'est pas capable. Et en fait, le problème, c'est qu'il est capable de faire beaucoup à 80%, mais par contre, pour un humain, faire les 20% restants, c'est très difficile. C'est-à-dire que si je donne un sujet d'article à ChatGPT, je lui dis de tout rédiger l'article, il va le faire, mais il ne va pas être bien rédigé. Et du coup, il y a un humain qui doit passer derrière. Sauf que l'humain n'a pas fait toutes les recherches. C'est déjà ChatGPT qui a fait toutes les recherches. Du coup, l'humain n'a pas du tout de vision concrète de où est parti ChatGPT, quel est l'angle sur lequel voulait partir ChatGPT. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'on a grand contenu devant nous et on ne sait pas par où commencer. Et donc voilà, j'ai l'impression que ChatGPT en fait beaucoup et même trop. Et pour un humain, c'est difficile de rattraper le travail derrière. Donc pour moi, pour revenir à ce que je viens de dire, pour moi, je n'utiliserai que ChatGPT pour créer la structure d'un article et j'irai pas plus loin. Ou alors créer la structure d'un article et donner des listes d'idées à ajouter dans les paragraphes. Mais par contre, je ne demanderai jamais de rédiger les paragraphes et que je réécrive derrière parce que j'ai l'impression que tu peux être vite perdu. Les limites, pour moi, elles sont claires. C'est que ça reste l'intelligence artificielle et qu'on ne peut pas aujourd'hui faire confiance à l'intelligence artificielle, sans relecture, sans assistance humaine, en fait. En tout cas, sur la partie contenu. Donc, il y a encore de la place pour l'homme et je pense qu'il y en aura encore pour longtemps, pour le coup, même si, encore une fois, l'IA avance à une vitesse pas possible et que c'est de plus en plus impressionnant.
Mais je pense que la vraie limite, elle est là. C'est que l'humain est indispensable je pense aujourd'hui, en tout cas, sur une grosse partie de ce qui va être publié en ligne. Et il est complètement possible d'avoir une IA qui nous sort une dinguerie absolue ou qui même va mettre... il y a la fameuse... il y a une anecdote assez connue d'une IA on imagine une IA qui écrit un article pour donc ChatGPT qui écrit un article pour le CBD et qui au milieu de l'article va expliquer que si on fume un gros joint de CBD c'est super, alors qu'au final c'est juste illégal quoi. Donc en fait on risque derrière d'avoir des problèmes judiciaires parce que ChatGPT a mis une connerie dans l'article. Et en fait, il faut faire attention, quoi. Il faut faire très attention. Et l'IA, on dit encore pas mal de conneries. Elle invente encore beaucoup de choses fausses pour combler les trous, quoi. Les limites, c'est plutôt des limites en termes de taille de texte. C'est plutôt ça. Et puis en termes de mémorisation. Donc c'est principalement ça. C'est-à-dire que encore, il y a eu des gros axes d'amélioration avec ChatGPT 4. Ce sera sans doute réglé avec ChatGPT 5, mais c'est que au bout de la 20e discussion, il oublie généralement les premières discussions. Donc il se perd parfois. C'est principalement ça. Moi, il faut bien voir que ChatGPT, je l'utilise pas pour la rédaction comme beaucoup de SEO le font. Je l'utilise comme un être humain supérieur intellectuellement à moi et à mes équipes pour tout faire, pour être mon développeur, pour être mon chef de projet SEO, mon rédacteur, enfin absolument tout. Responsable marketing, mes prompts pour les sales, etc. Donc les limites, c'est plutôt des limites de capacité de mémorisation, mais ce sera vite réglé. Les limites, on les connaît tous. C'est les datasets qui s'arrêtent assez tôt, début 2022, mi-2022. Les limites, c'est que tu peux pas t'es limité en nombre de tokens, c'est-à-dire à l'information que tu peux lui faire avaler d'un seul coup. L'idée, c'est, par exemple, si tu veux rédiger un texte ou un bouquin d'un coup, aujourd'hui, tu peux pas. Tu dois t'y prendre en plusieurs parties. Alors que je suis sûr que d'ici 1 an, 2 ans, tu lui dis, raconte-moi un conte de fées sur quelqu'un qui vole et qui a perdu ses ailes, il va te sortir un conte de 15 pages sans problème. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut d'abord que tu lui demandes des plans, il faut que tu corriges le plan et des fois, il faut que tu arranges avec l'humain pour trouver une suite logique parce qu'il perd le contexte précédent. C'est son point faible aujourd'hui, mais je pense que tu pourras le faire prochainement. Voilà. Très clairement, ChatGPT a une base de connaissances qui s'arrête à septembre 2021, je te disais tout à l'heure, et donc il n'est pas connecté au web. Donc ça, c'est important. Et beaucoup de personnes pensent que ChatGPT est connecté à Internet, connecté au web, il a des données récentes, mais c'est absolument pas le cas. Donc ça, c'est vraiment une grosse faiblesse de ChatGPT. Et puis, parfois, il te répond avec beaucoup d'aplomb sur des questions qui la réponse est peut-être plus ambiguë, mais lui, il y va avec beaucoup d'aplomb. Donc voilà, vérifier, surtout que voilà, ça dépend ce que tu fais de l'info et quelle est l'importance de cette info-là pour ton business ou celui de ton client. Mais voilà, vérifier constamment fact-checker en tout cas les infos que te retourne de ChatGPT. Alors les limites, c'est la quantité de contenu qu'on peut lui envoyer. On est quand même limité, on ne peut pas lui envoyer des pages et des pages et des pages. Donc pour le moment, c'est ça les limites que je vois. Et puis aussi la rapidité d'exécution, notamment avec GPT-4. La rédaction est quand même assez longue et je pense que ça va progresser là-dessus, mais ouais, le contenu à envoyer et la rapidité d'exécution. ChatGPT fait des erreurs, beaucoup d'erreurs de données, d'expertise, donc il faut le surveiller. C'est là toute la limite. Alors GPT-4 s'est amélioré, mais en l'état, ChatGPT, qui aujourd'hui utilise GPT-4, mais principalement GPT 3.5, fait beaucoup d'erreurs, donc faire attention à ce qu'on sort comme données, comme fait, etc. C'est la plus grosse limite, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas valider le fait que les données soient exactes.
Si on parle des dernières versions, pour l'instant, je trouve qu'ils se répètent encore un peu. Quand on l'utilise pour du contenu, on retrouve des patterns qui sont communs, donc on est obligé de refaire une passe dessus pour nettoyer. On a encore des lenteurs, on a des plantages. Si on utilise la version plus de ChatGPT, concrètement, on est bridé encore pour le moment à 25 requêtes par pool de 3 heures. Donc ça peut assez vite limiter quand on a des choses à faire, quoi. Ouais, bah c'est ça, tu vois, c'est le fait pour l'instant de donner de l'information fausse et de ne pas être créatif, de ne pas être encore assez créatif. Voilà. Et de ne pas apporter du coup de plus-value, ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux journalistes, ou à ceux qui font de l'investigation, ou à ceux qui sont spécialistes d'un domaine, experts d'un domaine. Tu vois, je prends toujours l'exemple de la piscine, mais comment faire en sorte que ma piscine ne soit plus verte, quoi. Il va faire quoi? Il va faire comme fait un humain, il va aller prendre les 10 premiers résultats. Enfin, ça, c'est ce que fait un humain. Et ChatGPT, lui, va coller, te sortir le machin, mais ça va toujours être les mêmes conseils. Par contre, ton petit pisciniste, lui, va te sortir des infos que tu trouveras pas sur le web facilement. Tu vois? Ou quand je mets des produits chimiques dans ma piscine, combien de temps après je peux me baigner? Tu vois? Et cette réponse, elle est difficile et il faut un professionnel pour répondre de façon fiable et pas prendre de risques d'un point de vue santé. Voilà. C'est évoquer les limites. Bon, mon frérot, la vidéo, elle est terminée. Voilà, donc si tu as kiffé, normalement, tu as déjà liké, tu as déjà commenté, mais si ce n'est pas le cas, mets un petit commentaire, mets un petit avis, mets une petite question. Si c'est le cas, n'hésite pas, on sera là pour te répondre, donc les intervenants et moi-même. Sinon, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.